Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays hier, donc après avoir participé au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et Juan Guaidó donc défie Nicolás Maduro et déclare l'entrée de l'aide humanitaire le 23 février au Venezuela. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 32e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. L'ordre du jour de ce 32e sommet de l'Union africaine était dédié à la notion de réfugiés, de migrants et de déplacés internes en Afrique. Les voies et moyens d'agir sur les situations à l'origine des déplacements des populations, notamment les conflits armés, des réfugiés et des migrants, ont longuement été évoqués au cours de cette assise. La mise en place de la zone de libre-échange économique et commercial du continent a constitué donc une autre thématique portée à l'ordre du jour de cette rencontre. La participation du président Guelleh donc a été cette réunion a été marquée par l'importante allocution qu'il a faite en son sein. Il a indiqué notamment, je cite, « notre responsabilité à tous de mettre en œuvre les politiques adaptées qui permettent à terme non seulement de venir en aide à ces personnes, mais aussi d'enrayer les différents facteurs de risque qui les fragilisent », avait déclaré le chef de l'État à la tribune du 32e sommet de l'Union africaine, en allusion donc aux défis que constitue la notion de réfugiés, migrants et déplacés internes en Afrique. En marge des travaux de l'organisation panafricaine, le président de la République avait aussi pris part à une réunion de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette dernière rencontre était dévolue aux liens qui existent entre la santé et la croissance économique en Afrique. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué qu'aucune nation ne peut prétendre à un développement économique sans une population en état de complet bien-être physique, mental et social. On écoute le chef de l'État. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous à l'occasion du lancement du Forum sur la santé et les affaires en Afrique, organisé par la Commission économique africaine. C'est un privilège pour moi de partager avec vous quelques réflexions sur ce thème, mais également vous avancer l'exemple de Djibouti, tant en matière de défis que d'opportunités dans ce secteur. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, adresser mes chaleureux remerciements à tous les responsables qui ont contribué de près ou de loin à la tenue de ce forum et aux fructueux travaux que vous allez engager ces jours à venir pour mieux identifier et étoffer les liens entre santé et croissance économique. Particulièrement, Madame la secrétaire des Nations Unies, de la Commission économique africaine. Aucune nation ne peut prétendre à un développement économique sans une population en état de complet de bien-être physique, mental et social. Fort de cette conviction, mon pays a placé au cœur de ses priorités une santé équitable et accessible pour tous. Ainsi, la part du budget national consacrée aux dépenses de santé n'a cessé d'augmenter afin de se rapprocher des engagements de la déclaration d'Abuja de 2001. En dépit de ces efforts déployés, une grande partie de la population continuait à être exclue de l'accès aux soins de qualité. Dans l'introduction du système de participation élargi à l'ensemble des bénéficiaires permettant de recouvrer en partie les coûts de la santé, c'est une partie et non des moindres des frais de santé qui revenaient à la charge des patients ou de leurs familles. Le paiement à l'acte a constitué une lourde charge pour les citoyens concernés et a fortement contribué à leur appauvrissement. Ce système, malgré son utilité, pour combler le gap de financement du poste de santé, a demeuré particulièrement inéquitable pour les personnes vulnérables. Ainsi, nous avons remarqué que l'absence d'un système assurantiel
constituait un des facteurs de basculement des ménages dans la pauvreté. Les ménages, aussi bien en milieu rural qu'urbain, étaient exposés à une variété de chocs qui les empêchaient d'accumuler les biens et le capital humain susceptibles de les aider à sortir de la pauvreté. Dans l'optique de promouvoir le droit à la santé pour tous, sans discrimination et sans iniquité, et aussi dans l'optique de lutter contre la pauvreté, Djibouti s'est doté d'un système d'assurance maladie universel. La particularité de ce système étant la généralisation du tiers payant, ce qui a permis de supprimer toutes les barrières financières à l'accès aux soins de santé. L'objectif de mon pays dans le court terme est d'atteindre la couverture de santé universelle, Universal Health Coverage, afin d'être en phase avec le troisième pilier des objectifs du développement durable. Nombreux sont également les pays du continent qui convergent vers la CSU. Et c'est en marge donc du 32e sommet que le président de la République avait pris part donc au premier forum business sur la santé. Poursuivant donc son allocution, le numéro 1 djiboutien a rappelé que des investissements importants ont été consentis dans le domaine de la santé, surtout pour rehausser les niveaux des plateaux techniques dans les grandes formations sanitaires nationales. On écoute le président de la République. Mesdames et messieurs, l'Afrique fait face aujourd'hui à la résurgence de maladies qu'on pensait maîtrisées et d'autres qui étaient en phase d'éradication. Les taux de prévalence de certaines maladies non transmissibles, comme le diabète, atteignent aujourd'hui des niveaux inquiétants. Des investissements importants ont été consentis dans le domaine de la santé et surtout pour rehausser les niveaux des plateaux techniques dans les grandes formations sanitaires nationales. Malgré ces lourds investissements, vous conviendrez avec moi que nous continuons toujours à manquer d'infrastructures de pointe et que nous n'arrivons pas à garantir et à sécuriser nos approvisionnements en médicaments et en produits pharmaceutiques de base. À Djibouti, avec l'avènement de l'assurance maladie universelle et notamment du tiers payant généralisé, nous avons pu garantir au secteur médical public comme privé le paiement des frais de soins prodigués à chaque patient. Les établissements privés dispensent les services nécessaires et arrivent à recouvrer leurs frais. Cette réforme a favorisé le développement des soins du niveau tertiaire, plus coûteux et jugé plus rentable. Il est grand temps maintenant de promouvoir à une échelle plus large les partenariats publics-privés dans le domaine de la santé de manière générale et notamment de l'orienter dans les segments qui ont un puissant effet sur les indicateurs de santé publique dont les volets les plus importants demeurent les soins de santé primaire, l'hygiène et la nutrition. Ensemble, nous pouvons augmenter l'efficacité et la qualité de nos systèmes de santé si nous orientons les ressources dans ce triptyque, ce à travers l'innovation technologique grâce auquel nous pourrons développer de véritables systèmes d'information sanitaire utiles pour répondre efficacement aux différentes épidémies qui peuvent frapper une région ou un pays. Développer des plateformes de production et de distribution des médicaments et de production pharmaceutique, car l'accès à des médicaments de qualité et à bas coût est un enjeu majeur. Développer des centres de diagnostic performants, mieux former nos ressources humaines médicales et investir dans les start-up dédiées au e-santé, qui est la santé de demain. Voilà des exemples d'actions que nous devons mener ensemble. Mesdames et messieurs, le partenariat public-privé a démontré son efficacité dans plusieurs pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni, et a été un cercle vertueux. Cela doit être le cas en Afrique. Notre continent a une population jeune, ce qui est une chance. Grâce à un partenaire clairvoyant entre le public et le privé, je demeure convaincu
que nous pourrons l'aider à vieillir en bonne santé. Je vous remercie. Et les discussions, donc après les discours officiels, ont porté sur des perspectives à court, moyen et long terme. Les investissements dans le système de santé africain permettraient donc d'accélérer le développement économique et la croissance afin de sauver des millions de vies, de prévenir des handicaps à vie et de contribuer à réaliser les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Afrique. Ce forum donc aura pour finalité à inciter les entreprises à agir afin de renforcer les partenariats et de faciliter les investissements pour transformer les soins de santé en Afrique. Le forum conduira également au lancement de l'African Business pour la santé, une structure qui mobilisera les champions du secteur privé au moyen d'une plateforme coordonnée afin de faire progresser les soins de santé et développer ainsi les systèmes de santé en Afrique. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a rappelé que pour que l'Afrique progresse, les entreprises doivent s'impliquer dans le domaine de la santé et prendre des mesures audacieuses. Nous devons travailler ensemble, a rappelé le ministre, le secteur privé, gouvernement et population pour promouvoir l'innovation et stimuler ainsi des investissements stratégiques qui profiteront à tous. On écoute le ministre. Le président naturellement a été invité par la secrétaire exécutive de la Commission économique africaine pour un forum qui est lancé également lors du sommet, mais qui était en marge pour parler du développement de la santé et du développement socio-économique des pays et des liens qui existent. Comme vous le savez, Djibouti dépense à peu près 9% de son PIB dans le secteur de la santé. Djibouti fait partie des pays qui accordent beaucoup de soutien financier pour le secteur de la santé à travers des investissements dans des hôpitaux, mais également à permettre l'accès à la santé à la population djiboutienne. Djibouti fait partie également parmi ces rares pays qui ont mis en place une assurance universelle pour sa population et la partie la plus vulnérable. Le président a d'ailleurs, dans son discours lors de ce forum, également évoqué. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les grandes questions qui étaient à l'ordre du jour de ce 32e sommet de l'Union africaine. Il s'agit d'un sommet ordinaire au cours duquel les chefs d'État africains se réunissent d'abord pour faire le bilan de l'année passée et toutes les actions qui ont été entreprises dans tous les secteurs. Il ne s'agit pas uniquement de la paix et de la sécurité sur le continent, mais on adopte beaucoup de rapports sectoriels, aussi bien au niveau de la santé, l'agriculture, les infrastructures, etc., etc. Ce sommet avait une particularité, les débats étaient concentrés sur un thème qui est important pour le continent et il s'agit des réfugiés, des personnes déplacées et du droit humanitaire de manière générale. Je crois que l'Afrique est le continent qui souffre le plus de ce phénomène et à ce titre, les chefs d'État africains ont décidé, une décision très importante, de mettre en place l'agence africaine pour les actions humanitaires. Ça, c'est très important. Ce sera l'instrument et l'outil principal qui permettent de pouvoir gérer un certain nombre de situations que vit le continent dans certaines régions. Un autre élément important sur cette question, sur ce thème des réfugiés et des personnes déplacées, est celui du Fonds de la paix. Vous savez que les missions de la paix africaines sont généralement financées par d'autres partenaires hors continent. Mais aujourd'hui, les chefs d'État africains ont décidé vraiment de lancer ce Fonds de la paix qui a déjà récolté près de 89 à 90 millions de dollars. Djibouti a également contribué à ce fonds de la paix. Un élément important que j'aimerais également souligner ici, c'est le nombre de ratifications du traité de la ZLECA, qui est la zone de libre-échange continentale. Notre pays a déjà signé, ratifié et déposé hier l'instrument de ratification de la ZLECA et nous sommes le 18e pays. Il faut savoir qu'au bout de 22 n'est-ce pas, dépôts des instruments de ratification, la ZLECA va être opérationnelle.
Ça, c'est une avancée notable et importante dans ce sens-là. Également dans l'actualité, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, et le commissaire au plan chargé des statistiques, Amar Ali Saïd, ont reçu successivement donc une délégation du Somaliland composée du ministre donc, de la Défense et du ministre de la Planification. Les rencontres ont eu lieu donc à tour à tour, d'abord au cabinet du ministre, puis au bureau du commissaire. Les discussions ont porté sur l'état des relations bilatérales djibouto-somalilandais, ainsi que les voies et moyens qui sont susceptibles de les consolider et renforcer davantage. Les deux pays partagent une frontière commune, une langue commune et des liens familiaux qui existent entre leurs deux peuples. La délégation somalilandaise a remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil sans réserve réservé et l'hospitalité qui leur a été réservée depuis leur arrivée. Le ministère du Commerce, en étroite collaboration avec l'Union européenne, a organisé un atelier de formation sur la facilitation des échanges dans le cadre de l'OMC. Et cette réunion s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. Cet atelier a vu la participation du ministre délégué au Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, des représentants des structures, services et le secteur privé qui ont pris part également à cet atelier. L'objectif étant donc d'améliorer leurs connaissances sur l'AFE et de les doter d'outils nécessaires à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC d'une part et de mieux vulgariser l'AFE en vue d'une appropriation nationale afin d'identifier ses implications et des mesures correctives. Entrave le passage des marchandises à travers les frontières pour les opérateurs économiques, la facilitation des échanges, c'est-à-dire la simplification, la modernisation et l'harmonisation des processus d'exportation et d'importation est devenue une question fondamentale pour le développement du système commercial mondial. Le CDC du quartier 4 a abrité hier après-midi la cérémonie de lancement des ateliers de Kant en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Mohamed Bilil, de la directrice des CDC, Ruqia Hassan, ainsi que les différents responsables et collaborateurs des deux institutions. Cette cérémonie, qui intervient quelques jours après la réunion de concertation qui s'est déroulée à l'UNFD, a vu la présence du conseil communautaire du CDC, des femmes leaders de différents quartiers, des conteuses de l'UNFD et des jeunes. Rappelant que la caravane du Kant est un projet initié en avril 2017 par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et a pour tradition de sillonner des centres de développement communautaire. Le secrétaire d'État a donc voulu associer l'UNFD à ce projet d'envergure puisque cette dernière symbolise la maman dans toute sa splendeur ainsi que son combat pour la protection de ses enfants. Et dans son intervention, la vice-présidente de l'UNFD a salué cette belle initiative du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et a réaffirmé son soutien pour sa réalisation et la réussite. Elle a ensuite mis l'accent sur l'importance de ce projet qui a pour objectif de forger la maîtrise des langues maternelles, la préservation et la perpétuation du patrimoine culturel immatériel qui a toujours servi de moyen d'inculcation des valeurs ancestrales aux jeunes djiboutiens. Et quant au secrétaire d'État, il a remercié l'UNFD pour la collaboration dans cet important projet, puis a rappelé l'origine de ce projet qui est venu d'une doléance formulée par des mamans soucieuses de la préservation des traditions orales. Il a félicité la réussite de cette première rencontre qui, selon lui, a atteint son objectif et a répondu aux souhaits des mamans. Il a ensuite souhaité que toutes les traditions orales soient retranscrites dans des livres afin d'éviter leur disparition. Et santé, donc, pour clore l'actualité nationale, le ministère de la Santé a démarré au niveau du service de pédiatrie et de cardiologie de l'hôpital général Pelletier avec l'appui d'une mission de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque spécialisée en chirurgie cardiaque en provenance de la France, des consultations pour les enfants présentant des malformations cardiaques. Cette mission médicale a pris en charge et consulté plus de 250 enfants âgés de 0 à 15 ans et a sélectionné depuis le début de la mission plus de 20
donc plus d'une vingtaine d'enfants. L'objectif de cette mission médicale est de dépister et de sélectionner tous les enfants souffrant de malformations du cœur et qui ont besoin d'une opération chirurgicale d'urgence. Ces consultations continueront jusqu'au 15 février et à cet effet, il est demandé aux parents d'enfants souffrant de malformations du cœur de venir massivement au niveau de l'hôpital général Pelletier dans les services de pédiatrie ou de cardiologie pour effectuer cette consultation afin de constituer les dossiers médicaux. Écoutons pour plus de précisions le directeur de l'hôpital général Pelletier. Depuis hier, nous avons accueilli une mission, l'ONG française appelée Mécénat. Cette ONG travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et l'hôpital général Pelletier. L'objectif de cette ONG a pour mission de diagnostiquer et de dépister les enfants entre 0 et 15 ans pour qui ont une malformation cardiaque ou qui naissent avec des malformations cardiaques pour faire des opérations de chirurgie cardiaque au niveau des hôpitaux de France. Cette ONG est venue l'année 2017 et maintenant c'est la deuxième fois en 2019 et entre-temps ils ont opéré plus de 23 enfants djiboutiens qui ont bénéficié de cette chirurgie cardiaque, qui ont été opérés avec succès et aujourd'hui qui sont en bonne santé et qui sont en train aussi de faire les suivis au niveau de l'hôpital général Pelletier. En nouvelle du monde, en nouvelle africaine également, la gendarmerie sénégalaise a arrêté plus de 20 personnes et a saisi des armes après la mort, donc lundi, de partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec ceux de l'opposition à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, a-t-on appris donc hier de sources concordantes. Et ces violences, donc, il s'agit d'Ibrahima Diop, poignardé par un membre présumé du PUR, selon des sources officielles, ainsi que d'un des jeunes motards qui ont ensuite tenté d'empêcher le convoi d'Issa Sall de quitter la ville. Un troisième sympathisant de la coalition au pouvoir, Ensemble pour le même espoir, aurait succombé à ses blessures. 24 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie, a déclaré donc une source de sécurité jointe à Tambacounda. Et parmi les personnes arrêtées, une vingtaine sont des partisans d'Issa Sall. Il s'agit notamment de membres du service d'ordre du candidat, a dit le procureur de Tambacounda, Dembe Traoré. Et donc c'est à la suite de ces événements tragiques que donc la campagne a été suspendue pour entrer à Dakar, a annoncé Issa Sall. Au Venezuela, Juan Guaido défie Maduro et déclare que l'aide humanitaire entrera au Venezuela le 23 février. Juan Guaido, reconnu comme président intérimaire du Venezuela par une cinquantaine de pays, a défié hier le chef de l'État Nicolas Maduro en annonçant devant une foule de manifestants que l'aide américaine entrerait dans le pays le 23 février. Juan Guaido maintient la pression. L'opposant vénézuélien, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, a annoncé que l'aide humanitaire américaine entrerait dans le pays. Le 23 février, ce sera le jour où l'aide humanitaire entrera au Venezuela, a déclaré ce dernier. 35 ans lors d'une manifestation de ses partisans pour demander à l'armée de laisser passer la nourriture et les médicaments qui ont commencé à être stockés aux frontières du pays. Depuis une strade montée à l'est de Caracas, il a demandé aux quelques 250 000 volontaires inscrits pour participer à l'acheminement de l'aide d'urgence de se tenir prêts. Ce n'est pas la première fois que le Venezuela va devoir se libérer d'un tyran, espérant que ce sera la dernière, a ajouté celui-ci qui préside aussi le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.